en l'honneur du Rav Shmuel Azimov Zichrono Livracha, qui avait retrouvé une partie de sa santé. Et c'est la raison pour laquelle, d'année en année, on avait l'habitude de faire une Seudat Toda, que l'on continue maintenant, puisque vous savez tous que un juif est vivant éternellement. Alors, chers amis, ce soir, nous avons la possibilité de prendre des forces énormes pour l'année tout entière. Shabbat Bereshit, comme c'est marqué derrière moi sur l'affiche, Azei vimeshtel zir Shabbat Bereshit, Azei geit agansior. C'est un mot que le rabbi précédent a répété au nom des Rebbeim. Comme on se tient Shabbat Bereshit, ainsi va l'année entière. Le rabbi précédent explique que le jour de Shabbat Bereshit est un jour de Hashlama vetosefet or kitov, c'est-à-dire c'est un jour où on peut rattraper, on peut parfaire, on peut rajouter de la lumière dans tout ce qui a été fait pendant les Chagim, pendant les fêtes. Et donc, on peut s'interroger et se demander, mais qu'est-ce qu'a Shabbat Bereshit de spécial pour que précisément, comment on est Shabbat Bereshit, on va être toute l'année? La réponse est que le mois de Tishri est un mois plein de lumière, plein de joie, plein d'inspiration. Il est appelé Chodesh HaShevi, mais il peut se lire également Chodesh HaSevi'i, c'est un mois rassasié de force. Un mois de lumière, un mois de Gdusha. Et on va passer maintenant, dans le mois de Cheshvan, où il n'y a pas de fête, on va reprendre nos activités quotidiennes. Ve'Yaakov alach ledarko. Comment peut-on passer d'un moment aussi exceptionnel que le mois de Tishri dans un mois de Uvdin Dechol? Eh bien, le rabbi nous explique qu'il y a un pont, il y a un lien entre le mois de Tishri et le reste de l'année. Ce pont, c'est Shabbat Bereshit. Aujourd'hui, nous avons la force de prendre toute l'énergie, toutes les brachot, toutes les kochot, toute l'inspiration du mois de Tishri et la faire basculer dans le reste de l'année. D'où l'importance de ce Shabbat. C'est le moment également pour nous tous, chassidim, d'essayer de rechercher encore davantage la proximité, l'attachement avec le Rebbe. Parce que, en réalité, ce n'est pas nous qui agissons. Ce sont les kochot du Rabbi. Je voudrais raconter une histoire que j'ai entendue très récemment. Il y avait un juif en Eretz Israël qui travaillait pour une école juive, pour une yeshiva. Il avait pour mission d'aller visiter les parents, les familles de ses talmidim, de ses élèves. Et c'était pour lui l'occasion de renforcer le judaïsme des familles de ses élèves. Il est arrivé dans une famille et la femme lui a dit, écoutez, vous pouvez parler avec moi, vous pouvez parler avec mes enfants, ne parlez pas à mon mari. Mon mari, le judaïsme, ça ne l'intéresse pas. Alors lui, il a dit, Falpiken, quand même, je vais essayer. Il a commencé à parler avec lui, une demi-heure, 1 heure. À la fin, le juif lui a dit, ça ne m'intéresse pas. Laissez-moi tranquille avec ça. Très bien. L'entretien s'est terminé, il est parti. Et vous ne voyez pas que quelque temps après, il voit de loin ce juif dans la rue. Ce juif va passer dans quelques instants devant un stand de tfilin de 2 jeunes, Chabad, qui avaient installé un stand de tfilin. Il est curieux de voir comment ça va se passer. Il voit ce juif qui passe, les bachourim évidemment lui proposent de mettre les tfilin, échangent quelques mots, et il retrousse sa manche et il met les tfilin. Alors lui, il est sidéré.
Il dit, comment? Moi, j'ai parlé 1 heure avec lui. J'ai pas obtenu quoi que ce soit. Ces 2 Bachourim ont parlé quelques mots avec lui. Il a mis les tefilines. Il s'est approché des Bachourim. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous lui avez dit pour qu'il mette les tefilines? Moi, j'ai parlé 1 heure avec lui. Je le connais, ce monsieur. Il veut rien entendre du judaïsme. Vous savez ce qu'ont répondu les 2 jeunes? Ils lui ont dit, monsieur, vous, quand vous parlez avec vos propres forces. Mais nous, on a les forces du Rabbi de Lubavitch. C'est complètement différent. Et c'est ça. Une fois, le Rebbe a demandé à un chassid qui s'occupait dans les universités des jeunes étudiants. Le Rabbi lui dit, les étudiants, ils mettent les tefilines. Il a dit, certains mettent, certains ne mettent pas. Alors le Rabbi est devenu sérieux, il lui a dit, écoute, quand il y aura un étudiant qui ne veut pas mettre les tefilines, dis-lui que Menachem, il a cité son nom. Te demande en particulier de mettre les tefilines. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a dit, personne ne m'a jamais refusé lorsque j'ai dit cette phrase. Nous sommes ici avec les kochot du Rebbe. Et donc, un jour de Shabbat Bereshit où on prend des forces pour toute l'année, voilà ce qu'on doit essayer de rechercher. Comment est-ce qu'on peut s'attacher encore davantage au Rabbi? En étudiant davantage sa Torah, en faisant davantage ses miftsaïm, mais en étant conscient que ce n'est pas nos forces, ce sont celles du Rabbi. Alors, chers amis, je voudrais terminer simplement en évoquant le souvenir de quelqu'un de cher que nous avons perdu cette semaine. Notre ami Chaim Djian Zichrono Livracha, un homme discret, un homme toujours souriant, un homme qui avait une simcha particulière. Le jour de Simchat Torah, à Place des Fêtes, on ne pouvait pas terminer. Il y avait toujours Chaim qui voulait continuer encore la simcha. C'était sa qualité profonde, sincère, d'être attaché au Rabbi. Il est parti le jour de Simchat Torah, et vous savez que le jour de Simchat Torah, c'est le jour du Rabbi. C'est le jour du Rabbi. Le Ushpiz, l'invité de Simchat Torah, c'est le Rabbi. Parce qu'il s'occupait des sichot du Rabbi. Il diffusait les sichot et les mamarim chaque semaine. Et donc, puisque c'est un chassid qui nous a quittés et qui n'avait pas d'enfant, alors, comme l'a dit le rabbin qui a officié au moment de son enterrement, il a dit quand quelqu'un n'a pas d'enfant, alors c'est à tous ses amis, tous ceux qui l'ont connu, de prendre une bonne décision. Le Ilou Nishmato, il n'a pas d'enfant. D'habitude, ce sont les enfants qui donnent du mérite aux parents. Alors que chacun d'entre nous essaye de prendre quelque chose en plus, encore quelques lignes de Chassidut, encore quelques lignes de Shulchan Aruch, encore un juif à qui on va mettre les tefilines, le Ilou Nishmato, et que Kadosh Baruch Hu fasse que Ve'akitzu ve'ranenu shochnei afar, qui revienne rapidement, lui, avec Rav Moulet et avec le Rabbi à notre tête. Nous allons maintenant demander, si vous voulez bien, chers amis, nous allons demander au Maradé Atra, le Rav Moshe Vitchetsky, de nous dire une sikha du Rabbi Potrim Bidvar Malchut. Gute Woche, Chaim L'chaim. Quand on dit que Shabbat Bereshit nous donne la force pour toute l'année à venir, et la manière comme on est Shabbat Bereshit, c'est ainsi qu'on continuera pour le reste de l'année, alors bien évidemment, il s'agit surtout de la Parasha Bereshit. Il s'agit surtout des enseignements qu'on tire de la paracha. Et pour nous, Chassidim, bien sûr, il s'agit de la manière comment le Rabbi il nous fait comprendre
cette paracha, que cette paracha sont paracha générale qui nous enseigne pour toute l'année. Alors on va essayer de voir ensemble une explication du Rabbi sur une partie de la paracha qu'on peut tirer avec nous pour le reste de l'année. Entre les événements racontés à Parashat Bereshit, on a l'histoire de Caïn et Hevel, les premiers deux frères, où tout a commencé par le fait que Caïn, il a eu la bonne intention d'apporter une offrande à Hachem, un korban. Il n'avait pas de bétail, il n'avait pas d'animaux, il a amené de ce qu'il avait. Il y avait Caïn, mipri adama mincha la Hachem, il a apporté des fruits de la terre, en offrande pour Dieu. Ensuite, Hevel, il a fait la même chose. Il a amené des premiers-nés de son bétail, les parties grasses. Et Akadosh Baruch Hu, il a accepté que l'offrande de Hevel et pas celle de Caïn. Et Caïn, il est très mal pris, comme on le voit. Caïn, il n'a pas compris pourquoi. Il était très déçu. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, non, c'est ton Yetzer Hara, comme Rashi l'explique. Il fallait pas écouter son Yetzer Hara, il fallait se dépasser. C'est plus fort que ton Yetzer Hara. Caïn, il n'a pas pris son leçon et ça finit très mal par le fait qu'il a fini par tuer son frère. Ça, c'est l'histoire que la Torah nous dit, qu'on a lu ce matin. Donc Rashi, il a un pirouche sur le début de cet épisode, que le Rabbi, on sait très bien que le Rabbi, il a montré comment étudier Rashi d'une façon exceptionnelle, peut-être sans précédent, comment il faut étudier le Rashi à la Torah. Alors le Rashi, il dit, on dit que Caïn, il a amené des fruits de la terre pour offrande. Alors Rashi, il dit, il a amené du mauvais fruit, pas du bon. Et Rashi continue, il dit, il y a un agada, ça veut dire un medrash qui n'est pas pshat, il y a un agada qui dit que c'était zera pishtan, que c'était les graines de lin. C'était la graine de lin. Après, il y a encore une phrase qui n'apparaît pas dans certaines éditions, alors on va rester avec ces deux mots de Rashi. Et le Rabbi veut comprendre pourquoi Rashi rajoute cet agada, qui lui-même il dit, c'est pas pshat, c'est un agada, qu'il s'agissait ici de graines de lin. Ce que Rashi il dit au début, que Caïn il a apporté des mauvais fruits, pourquoi Rashi le dit sans comprendre? Et ça c'est clair. Parce qu'on lit le passouk, on voit que Kadosh Baruch Hu il a accepté l'offrande de Hevel et pas celle de Caïn. La question elle se pose pourquoi? Rashi nous donne la réponse. La Torah elle le dit pas, la Torah elle dit stam des fruits de la terre. Rashi nous dit non, la raison pourquoi son korban n'était pas accepté, c'est parce qu'il s'agit de mauvais. Ça on comprend. Mais pourquoi Rashi il a trouvé nécessaire de rajouter qu'il s'agissait de lin? Ok, alors c'était de lin, c'était autre chose. Le lin représente quoi? Ça représente du mauvais, ça représente du bien. Mind of Kemina. Le Rebbe il dit qu'en vérité, c'est très très important ce que Rashi nous dit. Et Rashi il veut répondre à une question très grande sur le pshat. C'était quoi l'intention de Caïn? Quand Caïn il amène le korban, il cherche de faire quoi? Il cherche de faire plaisir à Hachem, si on peut s'exprimer comme ça. Il cherche à amener un achatouach, il veut amener un korban, il veut faire quelque chose de bien. Alors depuis quand une personne qui cherche à amener un korban, elle choisit le mauvais? Une personne qui veut amener un korban, normalement elle devrait chercher le mieux. De l'autre côté, on ne peut pas dire qu'il a amené le mieux, comme Rashi nous dit, parce que Hachem il n'a pas accepté son korban. Hevel, on dit clairement qu'il a amené le bon korban. Hevel il a amené, c'était le grès, c'était le premier-né. Alors, on voit bien que Caïn il a amené un mauvais. Mais pourquoi? Depuis quand quelqu'un amène un korban, amène un mauvais korban? Et encore plus, à la fin, une fois qu'Akadosh Baruch Hu n'accepte pas son korban, Caïn il est tout déçu, il s'énerve, il le prend très mal. Il s'attendait à quoi? Il s'attendait que ça va être oui agré. Il a choisi les mauvais fruits. Bien sûr que ça ne va pas être agré. Qu'est-ce qu'il a voulu? Alors Rebbe il dit, c'est pour ça que Rashi, il nous rapporte cette agada qui dit, c'est vrai c'est une agada, dans l'Opshat on ne le voit pas, mais c'est une agada importante, qui nous dit qu'il s'agit ici de la graine de lin. Pourquoi? C'est vrai que Rashi ne dit rien. Qu'est-ce qui représente le lin? Mais comme le Rabbi nous enseigne dans toutes les sikhot sur Rashi, si le Rashi ne dit rien, c'est soit parce qu'il trouve cette chose
évidente, si évidente qu'il ne fallait même pas expliquer, et il va de soi que voilà, il fallait le comprendre de soi-même, ou bien c'est une chose que Rashi avait déjà expliqué auparavant. Alors là, a priori, on ne comprend pas tellement pourquoi, qu'est-ce qui représente l'Olam. Mais le Rabbi dit, viens, on regarde, est-ce que c'est la première fois que l'Olam mentionné dans Rashi? Le Rabbi, non. Quelques psukim plus tôt, tout au début de la paracha, Rashi avait déjà mentionné l'Olam. Comme la Torah, elle parle de Gan Eden, la Torah nous dit qu'il y avait 4 fleuves qui sortaient de Gan Eden. Alors le premier fleuve, c'était le Nilus, le Nil. La Torah l'appelle comment? Pishon. Maintenant, dit Rashi, Pishon c'est Nachal Mitzrayim, c'est le Nil. Pourquoi il s'appelle Pishon? Dans Rashi, deux Pirushim. Un pire de Pirushim, Rashi dit, parce que autour de ce fleuve poussait le lin. Pishon, Milchon, Pishtan. Comme ça dit Rashi. Et c'est pour cette raison que ce grand Nil a été nommé Pishon. D'ailleurs, hier, quelqu'un de Machoul, il m'a dit, peut-être qu'il est présent ici, qu'il a trouvé une chose intéressante qu'en français, lin et Nil, c'est les mêmes lettres. Je ne sais pas, peut-être c'est lié, peut-être pas, mais voilà, c'est tout Ashgacha Pratit. Voilà, merci beaucoup de ce mot. Alors, on voit bien en tout cas que le Rashi nous dit que le Nil a été nommé Pishon parce qu'il y avait de lin qui poussait autour. Qu'est-ce que ça nous montre, dit le Rabbi? Ça veut dire que le lin, c'était pas n'importe quelle plante. C'est pas encore une plante, encore une fleur ou quelque chose. Non, c'était une chose tellement importante pour laquelle on a nommé tout le Nil Pishon pour le Pishtan. Ça veut dire quoi? Revenons à notre sujet. Ça veut dire que quand on dit que Caïn il a apporté un korban de la graine de lin, ça veut dire que Caïn de son côté il a cherché le mieux. Il a amené un korban très important. Le lin, c'était une plante importante. C'est quoi alors le problème? Comment on dit alors que c'était minagaroua, que c'était mauvais? Le Rabbi, le pshat, il est... Caïn, il a trouvé le meilleur espèce qu'il avait. Mais pour lui, il était content de ça. Il n'a pas cherché dans l'espèce de lin le meilleur de meilleur. Ça, il n'a pas cherché. Il dit, voilà, j'ai trouvé le meilleur espèce de lin. Ici, comme la Torah nous dit, il a écouté son Yetzirah, il a pris pas le meilleur lin et même le contraire. Par contre, Hevel, qu'il a cherché dans l'espèce qu'il a apporté, il a amené le premier-né, il a amené le chelev, il a amené la partie graisse de ce qu'il a amené. Ça veut dire que Caïn, il a fait à moitié. C'est pour ça, comme ça, Rashi répond à cette question. Caïn, de son côté, il a bien fait. De son côté, il n'a pas compris pourquoi Hachem n'accepte pas, j'ai amené le lin. Mais Hachem, il dit, t'as écouté ton Yetzirah, il fallait faire jusqu'au bout, il fallait faire hidour de hidour. Le meilleur espèce et le meilleur de ton espèce. De cette espèce même. Mais, il l'a pas fait, alors c'est ici. C'est ici où il a écouté son Yetzirah, c'était pas bien. Dit le Rabbi, bien sûr, le message, le leçon pour nous est assez évident. À quel point c'est important de ce inyan-là de hidur mitzvah, kol chelev la Hashem, zekeli v'anveu. Quand on fait une chose, on peut parfois, même Caïn, il a fait un effort, il a fait comme il faut, mais juste il n'a pas été jusqu'au bout. Quand on fait une chose, et qu'est-ce que ça lui a amené? Étant donné que Caïn il n'a pas été jusqu'au bout, alors on sait que mitzvah goreret mitzvah, après le contraire. Où ça lui a amené? Que non seulement que le korban n'était pas accepté, mais ça lui a amené à la jalousie, mais pas à la bonne qui n'a souffert. Ça lui a amené à la jalousie négative qui finalement a fini de manière très très grave jusqu'à toucher son frère et dire Hashomer achi anochi plus bas. Ça veut dire le chute de Caïn, qui était très loin, a commencé un tout petit peu avec le fait que le hidur mitzvah n'était pas bien. Alors quand on commence l'année, on prend sur nous une décision aujourd'hui. Cette décision-là, dans peu importe quelle espèce on prend, mais cette espèce-là de décision qu'on prend, il faut le faire dans la meilleure manière possible, que le sociable émette kol chel Hashem, le meilleur parti, et bien sûr, à cette manière-là, ça va être agréé, et ça va vers la nachat HaKadosh Baruch Hu, la nachat au Rabbi, qu'on va mériter de rencontrer très prochainement. Le Chaim, Gutevor.
Un grand Yishar Koach au Rav Moshe Vichetsky pour cette belle sikha de Rashi. Chers amis, chaque fois que nous nous réunissons pour Shabbat Bereshit, on cherche toujours quelque chose qui soit de l'ordre d'un anniversaire, d'un Yovel. Alors on a invité à ce micro des gens qui avaient été chez le Rebbe il y a 50 ans, il y a 40 ans. Sachez que ce soir, nous avons un invité particulier, important, quelqu'un qui a été chez le Rebbe en Tishri en 1965, Tafshin Chavav, il y a 60 ans. Ce doit être certainement le premier garçon du groupe qui a eu le mérite d'aller chez le Rebbe en 1965, il y a exactement 60 ans. Cet homme, vous le connaissez sans doute, c'est un homme discret, mais profondément chassidique, attaché au Rebbe. Et donc je vais inviter à ce micro notre ami Daniel Sandler qui va nous raconter cette expérience fantastique, Tishri, chez le Rebbe, il y a 60 ans. Shavua Tov, Rabotai. Effectivement, comme l'a rappelé Rav Benjamin, c'est une expérience inoubliable et c'est un zerout que je n'arrive toujours pas à comprendre, d'avoir effectivement été un des premiers Français à pouvoir aller chez le Rabbi. Alors effectivement, un certain nombre d'entre vous ont connu l'expérience, ont beaucoup de choses à raconter. Mais puisqu'on m'a demandé en tant qu'un des anciens, des premiers à être allé chez le Rebbe il y a 60 ans, je me permets de vous conter mon expérience. Alors, premièrement, à la base, tout a commencé avec la fréquentation par mois d'une synagogue du 18e arrondissement, qui existe encore, la synagogue de la rue Saint-Isor, où exerçait le Rav Leib Levin, qui était Chazan, et qui était Chazan Lubavitch, bien sûr, qui a d'ailleurs été chaliar au Maroc, qui a fait la guerre d'indépendance en Israël, et qui était très chaud, très chaleureux, et qui essayait de rapprocher les jeunes qui fréquentaient la synagogue, très peu nombreux malheureusement à cette époque, de la chassidoute. Il nous donnait des cours, des sirotes, et petit à petit, on s'intéressait. Son idée a été que tous les dimanches, nous allions à la yeshiva de Brunois, et ça a été une opportunité absolument géniale, puisque c'est Rav Moulet qui a pris en charge ces Français qui venaient justement le dimanche étudier un petit peu. Il y avait parmi eux le regretté Raoul Frankel, il y avait Simon Volika et quelques-uns encore, et les choses ont démarré un petit peu comme cela. Avec Moulet, nous étudions de la Gemara, mais également du Tanya. Et pris par le
l'enthousiasme déployé par justement par Rav Mouler, par Rav Levin, j'ai pas pu résister. J'étais peut-être pas formé suffisamment pour cela, mais j'ai pas pu résister au fait d'aller rencontrer, d'aller au 770, voir le Rebbe. Au départ, le Rav Levin pensait que j'effectuerais un stage pour éventuellement rester un petit peu à la yeshiva quelques mois. Ça, c'était au départ sa kavana. Rav Moulet avait une kavana un peu différente. Pour lui, effectivement, c'était bien d'aller voir le Rebbe, mais il n'était pas très chaud que j'étais pas encore prêt à aller à la yeshiva pour une longue période, surtout dans un pays étranger pour moi. Et l'aventure a commencé comme ça. Je suis donc arrivé quelque temps avant Rosh Hashanah et ai été pris en charge par Rav Israël Jacobson, Alav Shalom, qui m'a intégré dans le groupe d'études qui s'appelait Hadar Torah, qui était réservé aux personnes qui venaient de tout milieu, des Balei Tshuva, des gens, des Américains bien souvent, et même quelques pays d'autres pays, et même quelques participants d'autres pays. Et à Hadar Torah, on avait des shiurim réguliers. Rosh Hashanah arrive. Enfin, avant Rosh Hashanah, déjà, les Yomei HaSlichot. Et il y a une chose qui, à l'époque, m'avait frappé, c'est toute la ferveur qui se dégageait, toute l'atmosphère qui régnait autour du Rebbe. Et que le Rebbe, justement, maintenait dans les Farbrengen. Il y a eu quelques Farbrengen. Le Rebbe, justement, faisait en sorte d'intensifier justement la simcha, d'intensifier justement la ferveur qui se déployait. Laquelle ferveur n'a pas échappé, c'était les Yom Slichot, je me souviens plus, c'était la veille de Rosh Hashanah ou l'avant-veille. Il y a une équipe de la télévision belge qui est venue et qui a fait un reportage sur le 770. Évidemment, ils ont repéré les quelques, bien que nous étions très nombreux, la choule n'était pas celle que nous connaissons maintenant, c'était une choule un peu plus réduite et il y avait énormément de monde. Néanmoins, ils ont repéré les gens qui avaient un look étranger, ce qui était mon cas, et donc ils ont interviewé les personnes de préférence de langue francophone, ce qui était mon cas, pour leur demander les raisons de leur venue ici et continuer leur reportage. Effectivement, eux-mêmes, au cours des échanges lors de cette interview, ont confirmé l'ambiance absolument inhabituelle et complètement hors norme qu'ils ont rencontré justement pendant cette période chez le Rabbi. Et ce reportage a été diffusé d'ailleurs sur la télévision belge plusieurs années encore plus tard. Ça, c'était avant Rosh Hashanah. Arrive Erev Rosh Hashanah proprement dite. Il n'y avait pas d'organisation aussi bien faite qu'aujourd'hui pour aller sur l'OL. Et donc, on était souvent tributaires de bonne volonté, de personnes qui étaient motorisées pour nous y conduire. Et cette fois-là, donc, je suis arrivé à un moment un peu tard. Et j'ai eu la chance, enfin oui, c'est une chance, de voir arriver tout d'un coup le Rabbi avec les milliers de pidionotes, et avec les milliers de pidionotes qui étaient là pour prier. À un moment donné, les quelques personnes qui étaient au OL se sont demandé si nous devions partir. On nous a dit non, on nous a dit de terminer, et ensuite nous sommes partis bien sûr, et le Rabbi était là
debout, en train de lire les pidionotes qui étaient inchiffrables. Rosh Hashanah arrive. Effectivement, vous imaginez ce que ça peut être que d'entendre le chauffard de la bouche du rabbi. Il y avait une foule absolument énorme, mais on arrivait en s'approchant à entendre, si ce n'est à voir, le rabbi. Et le rabbi a mis un bon moment avant de commencer les sonneries. Il y avait les pidionotes qui étaient sur son pupitre, sur la teva, et il me semble que le rabbi a eu du mal à démarrer On sentait, enfin moi j'ai ressenti, je ne pouvais pas voir de là où j'étais, sauf en me levant un petit peu, j'ai ressenti des sanglots avant les tkiyot. Et ensuite le rabbi a sonné le chauffard. Pour ne pas abuser de votre temps, je sauterai toutes les étapes, ce Rosh Hashanah extraordinaire, les nigunim, le deuxième jour de Rosh Hashanah, Kos Shel Bracha. Et à propos de Kos Shel Bracha, je me permets de faire un saut dans le futur, enfin dans la suite des choses. Une fois en 1981, j'étais avec une personne qui avait remporté le Goral, tout comme moi d'ailleurs, le Goral de Fitch-Lapkowski. Et cette personne de langue française que j'essayais de tuyauter un petit peu sur place m'a dit je comprends pas, c'était à propos de Kos Shel Bracha de Simchat Torah. Après Simchat Torah, il avait vu tout ce qui s'était passé depuis à Hoshana Rabbah. On est arrivé à Hoshana Rabbah. Depuis Shmini Atzeret, Simchat Torah. Il me dit, mais tu te rends compte, comment est-ce possible que, essaye toi qui es jeune, et moi qui suis jeune, essayons de faire ce geste-là, de verser Kos Shel Bracha. Comme ça, autant de gens, après tout ce que le rabbi, encore lui, n'avait vu que ce qu'on avait vu, nous, hein, faire ce geste-là, c'est quelque chose qui est surhumain. Et je referme cette parenthèse, donc Kos Shel Bracha du rabbi. Et pendant les jours entre Rosh Hashanah et Kippour, j'avais la chance de continuer mes shiurim, quelques shiurim à Hadar Torah, et ensuite arrive Kippour. Alors Kippour, la plupart d'entre vous, vous pouvez imaginer comment l'atmosphère était empreinte de solennité. J'ai malheureusement raté, parce que j'étais pas très bien informé, j'ai malheureusement raté la bracha que le rabbi donnait aux élèves de la yeshiva, mais à Kippour, c'était une atmosphère empreinte d'une ferveur, d'une solennité que personnellement je n'ai jamais rencontrée. Ensuite, et là j'essaye d'abréger, on arrive à Hoshana Rabbah. Alors, ah oui, je m'excuse, j'ai oublié le fait de la distribution du Leker Erev Kippour, justement. Et là aussi, je me permets un saut ultérieur à propos de la distribution du Leker. Une fois, c'était à Hoshana Rabbah, bien des années après, donc où j'avais reçu moi le matin, puisque j'étais arrivé à Hoshana Rabbah à cette époque-là, j'avais demandé le Leker au Rebbe, et j'arrive pour Mincha, c'était pas très loin de la Shkia. J'arrive pour Mincha au Seventy, et à ma grande surprise, je vois le rabbi qui est encore dans la petite soukha qui était dans le jardin, en train de distribuer encore du Leker aux retardataires, aux gens qui venaient du Canada ou d'autres États, des États-Unis ou de plus loin encore. Et il était encore là.
Samour Lashkia avant Mincha. Tout ça pour évoquer comment les forces considérables dont on ne s'en rendait pas toujours compte, dont le rabbi témoignait. Arrive donc Simrat Torah. Simrat Torah, Shmini Atzeret d'abord, Simrat Torah, là, ceux qui n'ont pas connu la première choule ne peuvent pas se rendre compte, mais cette première choule débouchait, enfin l'entrée principale débouchait directement sur le 770. Il y avait quelques marches à descendre et on arrivait directement devant le 770. Et j'étais allé avec mes collègues de Hadar Torah, j'étais allé faire les Tahaluchot. Un petit peu, pas très loin justement, ils avaient voulu ménager ma faiblesse et on était revenus. Mais déjà, alors que le rabbi attendait le retour de ceux qui étaient dans les Tahaluchot un peu plus loin, déjà à l'entrée, depuis le 770, c'est-à-dire le trottoir, on pouvait plus passer, on pouvait plus rentrer dans la choule du rabbi. Tellement c'était bondé. Bon, nous qui connaissions, enfin moi qui commençais à connaître un peu les lieux, je suis passé par l'entrée où il y avait la petite choule, le secrétariat, la petite choule en face du bureau du rabbi, et on est descendu par les escaliers, et là j'ai pu, même si les escaliers étaient pleins, j'ai pu me faufiler pour pouvoir approcher les hakafot du rabbi. Et évidemment, vous imaginez ce que ça pouvait être comme ambiance. D'ailleurs, je me souviens d'une conférence que Elie Wiesel avait fait à Paris lors d'un colloque d'intellectuels et à laquelle j'avais assisté justement. Alors je ne sais plus, lors de son intervention, comment il en était venu à parler du 770 et surtout du rabbi, mais il avait dit, quand on est où être à Simrat Torah, voilà l'action qu'il avait, où être à Simrat Torah, si ce n'est chez le rabbi au 770. Et donc ça résume, je pense, cette phrase, tout ce qu'on peut imaginer de la ferveur, de l'ambiance, des forces, des kochot que le rabbi nous a donné, nous a donné avec abondance, avec générosité, avec patience. Ensuite, un peu plus tard, je raccourcis pour ne pas allonger, un peu plus tard vient le moment des Yochidut. Alors, les Yochidut, alors oui, encore une fois, Koshel Bracha, à Motzei Simrat Torah, et là, je ne sais pas comment, pourquoi, j'avais mon verre dans la main gauche. Et le rabbi m'a dit de le mettre dans la main droite, en français. Mais j'étais tellement troublé que j'ai pas compris. Il a fallu que Rav Groner vienne et que je mette le main dans... Bon, c'était une petite anecdote. Le rabbi était vigilant à toute chose, quitte à retarder un petit peu la file. Bref, le temps des Yochidut arrive. Les prioritaires étaient ceux d'Eretz Israël ou ceux qui habitaient très loin. Mais j'ai réussi à avoir une Yochidut. Lors de cette Yochidut, le rabbi alors, à l'époque, on déposait notre tzettel, la lettre, qui demandait des choses, des brachot au rabbi, ou qui exposait une certaine situation. On la déposait en entrant en Yochidut, et le rabbi la lisait, comme vous le savez, de manière, comme si c'était un rouleau, et très très rapidement, et ensuite le rabbi, si besoin était, répondait, en tout cas donnait toujours sa bracha. Alors là, je me permets encore, et ça sera peut-être une dernière fois, un saut dans le temps. En 1980, à Purim, j'ai eu la chance aussi d'être en Yochidut, d'entrer en Yochidut en famille, avec mon épouse et mes 3 enfants d'alors. Et le secrétariat
avait estimé que pour alléger, moi je pense que c'était ça la raison, pour alléger le travail du rabbi, on déposait nos settlers plusieurs jours à l'avance. Ce qui permettait peut-être au rabbi de regarder, je ne sais pas quelle est la raison. Bref, sachant comment les yochidut se passaient, je m'explique. Souvent, Rav Groner donnait un seder. Il disait, voilà, toi tu passes après telle personne, etc., etc. Mais le maaseh, concrètement, il arrivait qu'ils disent, en fonction du temps que la personne précédente avait mis chez le rabbi, en fonction de ce qu'il estimait être les questions qu'on avait posées, il disait, écoute, non, toi passe d'abord, etc., etc. Il modifiait l'ordre. De ce fait, en 1981, j'avais pris soin d'amener, n'étant pas sûr que quelques jours avant, le rabbi aurait mon tzedel, au moment voulu, et j'avais des questions importantes à ce moment-là à poser. J'ai réécrit le tzedel, le même, j'avais photocopié le tzedel que j'avais avec moi pour être prêt à le donner au rabbi. Eh bien, figurez-vous que, sans hésitation, le rabbi a sorti le tzedel en 1980. Donc, c'était ce saut dans le futur de 1980 que je voulais dire pour expliquer comment il y a des choses absolument incompréhensibles pour nous qui se passent chez le rabbi. Donc, yochidut, et lors de cette yochidut, le rabbi me questionne et me demande si j'ai des shiurim, de chassidut, et avec qui. Donc je lui réponds que j'ai des shiurim de chassidut avec Monsieur Levin un petit peu, et surtout avec Moulet, Azimov. Et le rabbi, j'ai relu la yochidut tout à l'heure, le rabbi a dit Azimov. Le rabbi a ajouté le mot Azimov. Et si j'avais des cours de Gemara, donc je lui dis, pendant que j'étais à Dara Torah, j'avais des cours avec Rav Paltiel, et de retour en France, ce serait avec Moulet le dimanche après-midi. Et le rabbi m'a demandé aussi d'autres questions à ce sujet. Est-ce que j'ai des cours de Shulchan Aruch? Je lui dis que non, mais que je comprenais un petit peu le lachon du Shulchan Aruch. Le rabbi m'a demandé si j'avais des livres traduits. Je lui dis que non, mais de retour en France, je m'occuperai de m'en procurer. Et à ce moment-là, le rabbi m'a donné une bracha et m'a remis un petit Tanya qui est très usé. Je voulais l'amener aujourd'hui. Il est très usé parce qu'à l'époque, je faisais Tanya. Ah oui, pardon. Le rabbi a d'abord demandé si ce que je savais c'était Ritat. Et j'ai dit que oui. Et si je faisais Ritat. C'est vrai, ça faisait 1 an que j'avais commencé justement à faire Ritat. Ça, c'était la yochidut. Et le rabbi m'a donné une bracha pour le retour en France. C'est là qu'il m'a donné le petit Tanya. J'évoquerai aussi d'autres yochidut. Il y en a eu plein et chacun d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous en tout cas, pourrait dire des choses absolument extraordinaires sur la manière dont le yochidut s'est déroulé. Mais il y a des choses très courtes que j'aimerais vous dire. En 1967, je suis retourné chez le rabbi. Et là, j'ai posé la question, est-ce que je dois penser au mariage? Et le rabbi m'a répondu clairement, non, vous avez 20 ans, dans 1 an, vous commencerez à y penser. Et là, à nouveau, il m'a réinterrogé sur les shiurim, sur certaines choses sur les shiurim surtout. Sur les shiurim, il m'a même demandé est-ce que j'avais des mishnayot. Alors j'ai dit que oui, mais je les étudiais pas beaucoup. Le rabbi m'a dit que c'était très important d'étudier aussi les mishnayot. Et ça va vous surprendre, mais ma grand-mère, à ce moment-là, Aléa Shalom, avait une partie de sa famille, et notamment une cousine,
qui avait réussi, je ne sais comment, c'était en 67, à sortir de Russie. Et ma grand-mère était allée la voir en Eretz Israël, parce qu'ils étaient au Lim, était allée la voir, et pour elle, c'était le rêve. Elle pouvait parler yiddish, elle pouvait parler russe avec elle. C'était toute son enfance, tout son passé qui ressurgissait. Et elle a fait les démarches. Je l'ai d'ailleurs accompagnée à la Sortnout pour faire son aliyah. Et tout était prêt pour la aliyah. Elle voulait rejoindre sa cousine et c'est tout à fait compréhensible. Et beaucoup auraient fait la même chose à sa place. Et on a quand même, j'avais dit à ma grand-mère, ça serait bien de demander au rabbi. J'ai demandé au rabbi, et le rabbi m'a dit, ce n'est pas logique, parce que vont faire ces enfants si elle part? Or, c'était pour moi incompréhensible. Ces enfants étaient tous mariés, avaient leur vie, et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux ne s'occupaient pas forcément intensément de leur maman, de ma grand-mère. Mais bref, ça a été la réponse du rabbi. Et du coup, ma grand-mère s'est inclinée. D'ailleurs, lors du Yor Hidout qui a suivi, ma grand-mère avait écrit une lettre au rabbi en yiddish que, en l'absence de Moulet, le mashpia de Hadar HaTorah, Avram Lipsker, m'avait demandé s'il pouvait la lire, parce que moi je ne comprenais pas l'écriture cursive en yiddish et tout, c'était incompréhensible pour moi. Et lui et un certain monsieur Shifrin de la famille de Rav Zin Shalom l'ont lu. Ils m'ont dit, c'est une lettre extraordinaire, où ta grand-mère, elle dit par exemple, chez nous, le rabbi c'est la prunelle de nos yeux, un tas de phrases comme cela. Et bien sûr, j'ai donné cette lettre au rabbi. Cette lettre était accompagnée d'une enveloppe qu'elle avait reçue avant-guerre de son propre rabbi, de Bessarabie. Et le rabbi a regardé, a tout lu, et à ce moment-là, le rabbi m'a remis un deuxième petit Tania, probablement destiné à ma grand-mère. J'ai pas tout saisi. Je vais pas m'allonger. Je vais pas m'allonger, mais juste encore une petite chose. Quand j'ai posé, donc un an après, en 1968 ou 69, j'ai posé la question au rabbi, où dois chercher un shidour? Parce que c'était l'époque où, en France, il n'y avait pas encore tellement, le groupe n'était pas encore forgé sur un socle solide comme il est maintenant, avec beaucoup d'amis, avec beaucoup de familles, et c'était pas évident de trouver un shidour. Donc je demande au rabbi où dois chercher. J'avais proposé Israël, l'Angleterre, d'autres pays, et le rabbi me répond, ce n'est pas lié à un lieu géographique, ce sont les mots du rabbi, ce n'est pas lié à un lieu géographique. Ce qu'il faut rechercher, c'est une jeune fille, Yirat Shamayim, qui pratique Torah Mitzvot avec Yidou. C'était la réponse du rabbi. Et alors, là aussi, je fais un retour en arrière. Donc, on était en 1969. 2 ans auparavant, Moulet, c'était à la yeshiva en été où nous allions étudier justement pendant les vacances scolaires. Moulet, un matin, m'appelle. On allait au mikvé et il me dit, Daniel, j'ai rêvé que tu allais épouser une Hollandaise. Bon, mais il me dit, tu sais, un rêve, c'est un rêve, hein, c'est pas forcément quelque chose d'absolu, mais je te le dis quand même. Bon, et quelque temps après, il me demande si son père, Rav Hillel, qui était chargé justement de visiter les communautés du nord de l'Europe,
Suède, Norvège, mais même Pays-Bas, pouvaient commencer à regarder aux Pays-Bas. Je dis bien sûr. Bon, cette recherche elle n'a pas été fructueuse, mais figurez-vous, et là on retrouve ce que le rabbi avait dit, que c'était pas lié à un lieu géographique. Figurez-vous que à Pessard, à Londres, c'était le moment où Moulet allait passer Pessard à Londres, son épouse étant la sœur de l'épouse du Rav Soudak. Et j'étais à ce moment-là à Pessard aussi à Londres. On marche ensemble avec Moulet dans la rue et on aperçoit Rabbi Downer. Rabbi Downer qui était directeur d'un séminaire de jeunes filles. Alors Moulet tout de suite a l'intuition de lui parler de moi. Et je rencontre Rabbi Downer quelques temps après et figurez-vous que mon épouse, qui était hollandaise et donc qui était à Londres à ce moment-là, voilà, ma future épouse, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. C'était pas lié à un lieu géographique, comme l'avait dit le rabbi. Alors, pardonnez-moi, mais je termine, mais il y a une chose très très importante que beaucoup peut-être ne savent pas ou n'ont pas connue en tout cas, que j'ai oublié de dire à propos de Rosh Hashanah de Tashlir. À Tashlir, le rabbi allait jusqu'à Brooklyn Garden. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est très très loin. Moi, ça me paraît être à peu près à 2 kilomètres. Je ne sais pas si certains connaissent la distance exacte, mais c'est vraiment très très loin du 770. Mais alors, c'était un spectacle absolument admirable. Qu'est-ce qui se passait? Le rabbi était en tête. Derrière, nous avions instruction, les élèves de la yeshiva, de Hadar Torah et les chassidim, d'être derrière le rabbi en chantant et en allant jusqu'au lieu de Tashlir, jusqu'à Brooklyn Garden. Et sur tout le trajet, alors moi j'ai un peu resquillé, je voulais voir le rabbi avancer, donc je me suis mis sur la plateforme qu'il y a entre la contre-allée et le 770 qui va jusqu'au bout. Donc j'étais là, je suivais avec beaucoup d'autres personnes d'ailleurs pour observer un peu comment ça se passait au niveau du rabbi lui-même, comment il marchait. Donc le rabbi marchait d'un pas ferme, il était escorté par des agents de police qui arrêtaient les circulations des voies perpendiculaires. Donc le rabbi ne s'arrêtait pas, c'est des voitures qui s'arrêtaient et tout le monde chantait. Alors ce qui était magnifique aussi, c'est que sur tout le parcours, c'est un quartier où à cette époque, il y avait encore beaucoup de juifs qui habitaient. Donc je parle des années 1966, 65-66. Sur tout le parcours, il y avait plein de juifs qui attendaient le passage du rabbi et qui demandaient une bracha et le rabbi saluait chacun, etc. C'était très très beau. Et ça jusqu'à Brooklyn Garden. Et à Brooklyn Garden, il y avait là une foule qui attendait, mais qui était tenue par des barrières métalliques, justement, qui attendaient le rabbi, justement, qui venait d'autres quartiers de New York, qui attendaient le rabbi. Et bon, les agents laissaient rentrer quelques personnes, et nous, on n'a pas eu la chance de pouvoir rentrer. Il y a quelques Yochides Goula qui ont pu rentrer, et nous, il a fallu faire le tour, parce qu'ils ont fermé les portes tout de suite pour éviter une influence trop forte dans le jardin. Sachant que, et là cette fois-ci je termine, sachant que 2 ans après, il y a eu de fortes pluies ce jour-là, et je crois que certains connaissent l'histoire, les portes du jardin ont été fermées, et le rabbi a grimpé, c'est des portes comme celles qu'on connaît par exemple au But de Chaumont ou dans d'autres parcs publics, c'est des portes assez hautes. Je ne sais pas comment, mais le rabbi a grimpé. Et d'ailleurs, après, j'ai une cousine qui habitait aux États-Unis qui m'a montré la presse. Et la presse en a fait un grand état. Et le directeur d'ailleurs de Brooklyn Garden et d'autres jardins a été renvoyé. Voilà quelques souvenirs d'une première expérience chez le rabbi.
très très grand Ishar Koach à notre ami Daniel Sandler. On sent qu'il avait encore 1000 choses à nous raconter. Et je dois d'ailleurs lui présenter mes excuses parce qu'au Farbrengen à Place des Fêtes, il reste humblement assis comme ça, sans jamais rien dire. Si j'avais su qu'il avait autant de trésors, on lui aurait donné très volontiers la parole. Et en tous les cas, il complétera tout ce qu'il ne nous a pas raconté ce soir dans les Farbrengen à venir, si Dieu veut. Merci beaucoup. Qu'Akadosh Baruch Hu lui donne arichut yamim et shanim tovot, une bonne santé, et également pour sa maman, qu'elle ait arichut yamim et shanim tovot avec une très bonne santé. Je crois que nous allons maintenant voir une vidéo. Alors comme il y a 3 vidéos, je ne sais pas laquelle va être présentée en premier, je vous laisse découvrir. Voilà donc la première vidéo que nous présenterons ce soir. Il y en aura 2 autres. Il y a un minhag Israël de raconter un sipur chassidique, un Motzei Shabbat, et donc nous allons demander à notre cher ami, le Shaliach Yair Elbaz, de bien vouloir nous raconter une histoire chassidique ce soir. Et il s'est dit, les gens jettent des mots et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et des fois, la vérité, on peut peut-être se poser nous aussi la question, est-ce qu'on est au niveau? Il y a une expression que quand on était à la yeshiva, on savait que c'était une expression que quand on l'entendait, on allait baisser les yeux. Cette expression, c'est « Yada inish benafshe ». Quand un mashpia, il lançait cette phrase « Yada inish benafshe », chacun sait ce qui se passe avec lui-même. On savait que la suite, ça allait être bon, regarde par terre, tu sais que tu as des choses à te reprocher, tu sais que tu n'es pas exactement comme il fallait. Et on savait qu'on allait entendre des mots un peu difficiles. Et donc, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que ce mitnagad, il s'est retrouvé en partant de Lubavitch dans la même calèche que le Rabbi Rachab. Et quand il s'est retrouvé dans cette calèche, il s'est dit, je vais profiter pour poser la question. Le Rabbi raconte cette histoire en tout cas, j'ai vu dans 2 endroits. Le Shabbat Bereshit aussi, Tafshin Lamed Vav, Rav Levi Azimov m'a demandé de parler de ce Farbrengen-là, de raconter une histoire qui est issue de là-bas. Dans ce Farbrengen, le Rabbi raconte cette histoire sans préciser le début. Et il dit, un jour, dans une calèche, il y avait beaucoup de gens intelligents. Et puis, ils ont posé une question au Rabbi Rachab, et le Rabbi Rachab a répondu que dans cette calèche, il y a tout type de personnes. Il y a des cochers qui pensent à ce qu'ils vont gagner. Il y a des chevaux qui courent après la carotte. Et il y a nous, vous et moi, vous allez dans telle et telle ville pour, c'était certainement pour des affaires. Moi, je vais là-bas pour rencontrer des juifs, etc. Mais fini le Rabbi Rachab. Est-ce que tout ça, ça empêche la calèche d'avancer? La calèche, elle avance. Le Rabbi, il apporte ça dans un contexte très intéressant. Et ce contexte, je vais essayer de donner une idée que j'ai vue aussi dans un autre Farbrengen que j'ai trouvé extraordinaire. Le Rabbi, il parle, c'est un Shabbat Shuvah. Et le Rabbi, il parle de niveau extraordinaire de Shabbat Shuvah et que nous, on passe dans notre génération, comme le Rabbi le précise dans de nombreux Farbrengen, on ne passe pas par Tshuva Tata, on va directement toucher à Tshuva Ila, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est Tshuva Mitor Simcha, et on doit s'attacher avec Hachem, et on a des niveaux très très élevés, etc. Et à un moment donné, le Rabbi dit, mais Yada Inish Benafshe, on sait que quelqu'un pourrait venir et dire, on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau, on sera jamais au niveau. Qui va faire Alvaï qu'on fasse déjà Tshuva Tata, quel Tshuva Ila, de quoi on parle? Et le Rabbi donne cette réponse extraordinaire. Et il dit, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Lo Yada Inish. Un homme ne sait pas quelle est la valeur de sa neshama. Un homme pense, et le Rabbi donne cette même aura, Shabbat Bereshit. Il dit, on va venir et penser qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas au niveau,
qu'on va pas y arriver, etc. Et on doit se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. C'est Shabbat Bereshit. En 6 jours, le 6e jour, il a créé l'homme. Et comme est connu la Gemara dans Sanhedrin, les Fichach Nivra Adam Yechidi, que la raison pour laquelle l'homme a été créé seul, c'est parce que précisément, il doit constamment se rappeler que le monde, il a été créé pour lui. Et donc, prendre conscience des forces qu'Akadosh Baruch Hu il a mis pour qu'on soit sur terre et pour qu'on fasse la mission qu'on nous a donnée. On n'a pas fini de prendre conscience des forces extraordinaires qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Et donc, dans les mêmes mots, Yadai Nish Benafshe, non, on n'est pas conscient de la force extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Et bien sûr, en tant que Chassidim, quand on finit un mois comme le mois de Tishri, avec toutes les forces qu'Akadosh Baruch Hu nous a données pendant ce mois-ci et tous les enseignements, on voit dans les livres, dans les Torah de Menachem, vous pouvez voir, il y a Pachout presque un tiers de l'année qui tient dans les sichot qui sont donnés pendant le mois de Tishri. Ça veut dire que c'est un mois dans lequel le Rabbi il nous donne une attention extraordinaire, il nous donne des enseignements énormes. On n'a pas fini, ça c'est une chose certaine, d'étudier les enseignements du Rabbi, mais le Rabbi nous demande de prendre conscience et il nous dit prenez conscience et en même temps sachez, vous n'avez jamais fini de prendre conscience à quel point Akadosh Baruch Hu nous donne des forces. Je veux aussi avoir une pensée pour ma belle-mère qui est partie dans l'année et qui avait ce Melavé Malka. C'était très cher à ses yeux. Chaque année, elle tenait à y participer. Et je pense que cette idée aussi, elle est liée à qui elle était. Et que même dans les situations les pires, quand sa santé était malheureusement très mauvaise, elle n'a pas baissé les bras et elle a continué à répondre au téléphone et à encourager les gens. Quand quelqu'un levait le téléphone pour l'appeler, pour lui demander pour n'importe quelle petite chose, elle raccrochait pas tant qu'elle n'avait pas fait le tour de toutes les choses qu'elle pouvait donner à cette personne, que ce soit la lettre dans le Sefer Torah, ou que ce soit de mikvé, ou que ce soit... Elle profitait de cette occasion pour pouvoir parler à la personne et lui donner le maximum possible. Et donc, on se souhaite que ce Shabbat Bereshit qui marque le début de l'année, et comme la fameuse expression qui est affichée ici, que de la même façon qu'on se tient Shabbat Bereshit, ainsi on se tient toute l'année, eh bien, puisqu'on a le mérite de participer à ce Melavé Malka, et on a la possibilité de se renforcer avec des mots du Rabbi, eh bien, que toute l'année ça puisse nous accompagner et qu'on prenne conscience du fait qu'on n'aura jamais conscience des forces et de la grandeur de la Neshama qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, et jusqu'au jour où on va pouvoir réaliser vraiment quelle est la valeur avec la venue de Mashiach. Un grand Yishar Koach pour cette histoire enrichissante. Et merci d'avoir évoqué la mémoire de Madame Dvorah Azoulay, Zichronah Livracha. Nous allons maintenant voir 2 vidéos supplémentaires. L'une qui va nous montrer les miftsaïm des jeunes chassidim, nos enfants, qui ont fait miftsaïm pendant Rosh Hashanah et Sukkot. Et ensuite, nous verrons également un passage où nous allons voir le Rabbi qui raccompagne les Français en Tafshin Lamed Dalet, me semble-t-il, qui retournent après les fêtes de Tishri en France. Baruch Hashem, on a pu voir nos enfants, nos petits-enfants en train de faire le miftsaïm. On est sûr que tous ces enfants vont nous amener le Mashiach Tekef Umiyad Mamash. Chers amis, je voudrais faire un petit bilan des miftsaïm de cette année. Pour Rosh Hashanah, il y a eu 6771 sonneries qui ont été réalisées par 1119 participants et
qui ont concerné 30 447 personnes à Paris et dans sa région. Pour Sukkot, 25 547 personnes ont récité la bracha du Lulav grâce à 1349 participants. Et donc, un grand Yishar Koach à tout le monde. On rappelle qu'Emirtse Hashem, demain dimanche, les cours du dimanche vont reprendre. Et donc, on invite chacun à prendre une bonne décision pour que cette année soit une année, j'ai envie de dire, une année juive, c'est-à-dire une année pleine de Torah, pleine de shiurim, en Niglé et en Chassidut. Et maintenant, nous allons donner la parole à Acharon Chaviv, au Rav Mendy Azimov, qui va nous dire avec quel enseignement, quelle force, quelle décision on doit partir ce soir de se Melavé Malka. Rav Mendy Azimov. Tout d'abord, je voudrais remercier le Manche, Rabbi Yomi Mergi, que Dieu donne beaucoup de force, d'atzloche, de nachat. Aussi, je voudrais remercier M. Sandler pour avoir raconté les zichronot, comme c'est écrit, que le rabbi, il a écrit plusieurs fois à plusieurs personnes qu'il faut écrire, il faut transmettre. Masherov, Veshomu, Virgishu, qu'est-ce qu'ils ont senti, qu'est-ce qu'ils ont vu et qu'est-ce qu'ils ont entendu. Alors ça, c'est quelque chose de très important de raconter autour de soi, à ses enfants, à ses amis, les zechonot parmi Chassidim, les zechonot chez le Rabbi. Je voudrais remercier Yair Elbaz d'avoir raconté, répété une sikha du Rabbi, et aussi toutes les personnes qui s'occupaient de la vidéo, et de ce soir, M. Lebar et toute l'équipe qui a fait en sorte qu'il y a une vraie souda, qu'on sait très bien que ça fait déjà presque 30 ans qu'il y a ce Mavemalke de Shabbos Bereshis, comme le Rebbe dit, que ça fait partie des choses les plus importantes, c'est de faire des Fabringen, Shabbat Mevachim, et de faire des Malve Malka. Shabbat Bereshit, dans les sikhot du Rabbi, c'est chargé, on voit, c'est expliqué la grandeur de Shabbat Bereshit. La nekuda principale de Shabbat Bereshit, c'est V'Yakov halach ledarko, c'est qu'on doit se renforcer pour après prendre les forces pour toute l'année, comme le Rabbi dit qu'on ne dit pas Tachanun jusqu'à Rosh Chodesh. Jusqu'à Rosh Chodesh, jusqu'à Zayin Cheshvan, on est encore dans l'inspiration de les fêtes de Tishri. Chaque année, les fêtes de Tishri, c'est un Er Chodosh, c'est une nouvelle lumière, le Rabbi l'explique. Il y a une écoute que je voudrais partager avec vous, que j'ai lu récemment, que le Rebbe il explique que Shabbat Bereshit, ça a l'air comme des Shiraim. Shiraim, ça veut dire comme les restes. Il y a une balaboste, le Rebbe dit dans la Sikha, qu'elle cuisine et elle a des restes. Mais avec les restes, on peut faire un complément de repas pour une prochaine fois. On peut faire un début de repas. Shiraim, ça veut dire que pshuto, c'est des restes. Est-ce qu'il y aura assez pour tout le monde? Pas forcément. Mais parfois, le Rebbe dit que la balaboste, elle fait des shiraim, que ça suffit de faire un repas complet. Alors à ce moment-là, les shiraim, ils ont deux sens. Ils ont le sens que ça récupère les brachot du repas précédent et ça donne la possibilité pour tous les repas, pour le repas qui vient. Et il est en complet. Le Rabbi dit, ça c'est Shabbos Bereshis. D'un côté, Shabbos Bereshis, ça vient après avoir passé Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot et toutes les qualités de Shana Rabbah, Shminat Tzer, Simchas Torah, comme le Rabbi donne dans les détails, il explique chaque chose. Mais quand ça vient, Shabbos Bereshit, on peut se dire, oh, on est déjà arrivé à la fin. Et à ce moment-là, on peut se dire,
Quelle est la qualité de Shabbat Bereshit? C'est qu'un repas de plus et peut-être les restes de Shabbat Simchas Torah. Le Rabbi dit que ces Sheraim, ils sont très riches parce que c'est elle qui va faire le pont entre l'année qui passe, le mois qui est passé et l'année qui va venir. Ça, c'est une écouda que je voulais partager d'une sikha du Rabbi. Et il faut se rappeler que Shabbat Bereshit et tous les ans, le mois de Tishri, c'est un moment extraordinaire. Et c'est des moments qu'on doit transmettre la chaleur des fêtes, comment c'était chez le Rabbi, qu'on voyait chez le Rabbi, un Chodosh à chaque occasion, Shmini Atzeres, Simchas Torah, et tous les autres fêtes du mois. Et il y a toujours un mot qu'on peut se rappeler, c'est que quand Tafshil Ametret, il y a eu ce qui s'est passé Shmini Atzeret, et les années suivantes, il y avait un risque de surcharge physique sur le Rabbi, et les maskirim, et les médecins, et tout le monde a fait des plans. Et chaque fois, le Rabbi, il disait que vous pouvez faire des plans, mais moi, je vais faire ce que je veux. On sait très bien qu'il y avait pour Rosh Hashanah, ils ont voulu limiter les gens qui sont rentrés pour Tkiyes. Le Rebbe l'a dit, ça, vous pouvez pas limiter, c'est moi que je sonne, et c'est moi que je décide de faire de qui est-ce qui peut venir ou pas. Bon, il y avait plusieurs détails. Alors, à la fin d'un Tishri, je sais pas si c'était la Metet ou même, un maskir, il s'est exprimé à la rabbinite, il a dit comme ça, Baruch Hashem, les fêtes sont passées. Ça veut dire, lui, il pensait comme on va donner un exemple, comme un traiteur qui a fini la soirée. Il dit, Baruch Hashem, les fêtes sont passées. Le Rebbe Tzon, elle a repris, elle a dit une phrase très forte. Elle a dit en yiddish, c'est Tsugikumen Ayantev. C'est rajouter une fête en plus. Ça veut dire que c'est pas que on a passé les fêtes de Tishri et c'est parti, et c'est comme l'année dernière. Bien le contraire, on a vu chez le Rabbi, surtout dans les Sichot, que chaque année, c'est quelque chose d'encore plus fort et quelque chose qui se rajoute. Et c'est à ce titre-là qu'on espère que ça, qu'on se rassemble ensemble, après avoir passé une kviyut qui était assez chargée entre Shabbos et Yom Tov. Et comme le Rebbe dit que c'est vraiment une période extraordinaire, alors c'est sûr que ces forces-là, ça sera comme c'est écrit dans les Sichot, comme on va dans un yirid, on va dans un salon, on va dans un marché et on ramasse, et après on rentre à la maison et on détaille tout. Alors c'est sûr que toutes les forces qu'on a prises, ils vont nous renforcer à continuer dans le travail. Vu que ce soir, nous sommes réunis et nous sommes dans la semaine de la Shiva de Reb Chaim Jian, Reb Chaim Bereboch, alors à titre personnel, je voudrais partager quelques points qu'on connaît, qui sont publics, mais c'est Negeya, Metam Halacha aussi, et Metam de Minagim du Rabbi, de raconter, comme le Rebbe l'a dit sur Yud Shvat, qu'il faut raconter des histoires. Et vu que le meilleur moment c'est maintenant, alors je voudrais quand même partager qu'il fait partie des premiers secrétaires du Bet Lubavitch pendant des années. Et chaque jour, quand il venait travailler, c'était un Chodosh. Il était encouragé à faire le travail qu'il a eu besoin de faire. Et il y a quelques points que je voulais dire que son mérite, il revient. C'est la première des choses, c'est que pendant une longue période des années, c'est lui qui faisait la recherche pendant des semaines pour trouver une salle pour faire Yutet Kislev et après pour faire le Siyum Rambam. Il venait, c'est lui tout seul qu'il allait négocier et après il venait voir mon père et lui disait voilà les dates, voilà les endroits, voilà les salles. Et ça a été comme ça pendant des années, qu'il se déplaçait très discrètement, il appelait pour prendre des rendez-vous pour ça. La deuxième chose, comme on le sait, c'est qu'il a été énormément appliqué dans la diffusion des sichot et des mamarim du Rabbi. Et je ne raconte pas uniquement faire des photocopies aujourd'hui comme on le fait, et ça continue par des autres collègues qui sont au bureau, c'est qu'il a monté toute la stratégie de la distribution des sichot et des mamarim. Il y a 40 ans, en hiver,
de 1986. Ça commençait, le monde entier a commencé à utiliser qu'on appelle le fax. Et il y avait des Bachurim à New York qui ont mis en place d'envoyer des sichot. Les premiers fax, pour ceux qui se rappellent, c'était que dans des grandes postes. La poste qui avait le premier fax, à ma connaissance, au centre de Paris, c'était au palais de congrès dans le 2e sous-sol. Et il fallait aller là-bas uniquement qu'on était sûr qu'on a reçu. Reb Chaim, et quand moi j'étais Bachour, j'étais à Paris, j'allais de temps en temps pour lui, il fallait traverser tout Paris pour aller là-bas pour recevoir le premier fax. Après, il y avait des autres endroits plus proches et on recevait la sikha et courait pour pouvoir faire les photocopies, pour les mettre dans enveloppes, pour envoyer partout. Ça, c'est une écouda qui, c'est sûr et certain que la façon qui s'appliquait dans tous ces inyanim-là, c'était quelque chose d'extraordinaire. La diffusion des mamarim, des sikhot, après il y a eu le fax qui est venu au bureau, ça c'est grâce à Patrick Attal et compagnie, qui ont fait en sorte avoir le premier fax qui était au bureau, qui était assez compliqué, mais d'un autre côté, Reb Chaim il gérait tout ça. Un deuxième point, il était en charge, comme souvent, comme on le sait, qui s'occupait du répondeur du téléphone. C'est aujourd'hui rare de comprendre cela, mais à l'époque, il mettait à jour, il y avait des périodes qu'il mettait dessus, des renseignements de Shabbat, de l'allumage de bougies, de Rambam. C'était son inyan au bureau. Un autre point que je voulais vous dire, et c'est important, il y avait dans les années avant qu'il y avait les emails et les fax, c'était le photographe pour des smachot, c'était le photographe pour le Bet Lubavitch. Mais à l'époque, prendre une photo, c'était pas uniquement prendre une photo pour les archives, que grâce à Dieu, nous avons des milliers de photos qui ont été faites par lui et qui sont encore sur papier. Il avait l'habitude, dès le lendemain matin, il fallait envoyer au rabbi les photos. Et il allait, B'Mesirut Nefesh, chercher le premier magasin dans Paris qui pourra développer ces photos et les avoir au plus tôt possible pour qu'on puisse trouver quelqu'un pour envoyer des albums au rabbi. Il y avait des photos très très importantes comme les allumages de Hanouka, comme les allumages, comme le Siyum Rambam, que c'était très important pour qu'on trouve quelqu'un immédiatement pour aller à l'aéroport et de trouver quelqu'un qui va aller en Israël pour envoyer au journal de Kfar Chabad, qu'indirectement après le rabbi va le voir dans le Kfar Chabad. Il y avait des moments qu'on devait envoyer pour faire des albums à New York, pour le Lac Beimer que le rabbi a demandé de faire sortir, où tout le monde connaît l'album qui est sorti il y a 40 ans. Sous 6 jours, il y a un album qui est sorti sur les fêtes de Hanouka, pendant le Mishpat, pendant le jugement du rabbi. Et tout ça, c'était, à ma connaissance, c'était l'effort de Chaim Jian. Alors que Dieu fasse. Une dernière chose que j'ai notée pour l'instant, c'est qu'il s'occupait du listing du Bet Lubavitch. Aujourd'hui, on en rigole, mais à l'époque, c'était un listing que tout le monde voulait avoir son nom et son adresse bien notés. Et je peux vous dire d'expérience, parfois, il y avait des juifs qui envoyaient des lettres chez le rabbi, une bar mitzvah ou un mariage, et ils ont oublié ou ils ont mal noté l'adresse. Et grâce à ce listing, on arrivait à noter bien l'adresse pour que la lettre elle arrive à sa destination. Et qu'après aussi, c'était un minag que lui, quand quelqu'un il faisait un mariage, il donnait des étiquettes. Et pour chaque série d'étiquettes, il demandait l'autorisation s'il peut donner. Et à ce moment-là, parfois les gens ils disaient, donne-moi juste les 10-20 adresses que j'ai besoin. C'était un listing qui était tenu jour par jour. Un déménagement, et comme ça, on savait, comme ça, on pouvait envoyer des communiqués. À l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas autant de betrabat qu'aujourd'hui. Et c'était important que plusieurs fois par an, on envoyait à tout le monde des enveloppes avec les renseignements qui étaient utiles. Alors que Dieu fasse, que Dieu lui donne. Alors je voudrais finir avec 2 points le concernant. Premièrement, pour donner une tzedaka à son mérite, il y a une charité qui était mise en place
comme on sait tous, les conditions familiales. Et deuxièmement, il y aura certainement des Mishnayot qui vont être mis en place, que chacun, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, que chacun il a l'obligation de prendre une Mishnah ou plusieurs Mishnayot, ou étudier quelque chose, le Schuto, le Elo Nishmato, on est tous une seule Kihila. Et selon le din Shulchan Aruch, ça nous concerne à tous. Alors il faut que chacun il apprenne une Mishnah, que chacun il donne une tzedaka, et que Dieu fasse que d'où il est, que certainement il est au Farbrengen de Shabbat Bereshit. Alors comme le Rabbi l'a dit une fois à quelqu'un, qu'il a perdu un proche, le Rabbi il a dit au Farbrengen, ça remonte en 1969 ou 70, le Rabbi a dit qu'il est maintenant chez le beau-père, c'est-à-dire le Rabbi précédent, en train d'écouter Chassidut. Alors on le souhaite qu'il se trouve dans les dames du Rabbi et qu'il écoute le Farbrengen de Shabbat Bereshit et que Dieu fasse qu'il prie pour son épouse et qu'on souhaite Narichot Yamim Meshalim Tovot et toutes les bonnes choses qu'on le souhaite. Je voudrais rajouter Mesaimim Betov. Et vu qu'on demande qu'est-ce qu'on doit faire pour l'année qui vient, alors il n'y a pas plus important que de rappeler que l'âme est traite. Pour ceux qui étaient là-bas, le Rabbi l'a fait à Farbrengen, le médecin il a donné l'autorisation de 2-3 minutes, ça a duré plus longtemps. Et les seules choses que le Rabbi, pas les seules choses, mais parmi les choses que le Rabbi a citées, c'était de prendre son eau, de respecter bien Chitat, Rambam aujourd'hui, aussi Rambam, aussi de donner Keren Hashana. Et sur le plan communautaire, on espère très prochainement de pouvoir finir les travaux qu'on a engagés depuis longtemps, le mikveh de Flandre, que Dieu fasse que dans les 4-5 mois à venir, on va inaugurer ensemble, que c'est pour aussi honorer les 50 ans de Mitzvah Taras HaMishpacha que le Rabbi a mis en place. Encore une fois, Gute Woche et toutes les bonnes choses à tout le monde. Pour compléter ce que le Rav Azimov vient de dire au sujet de notre ami Chaim, il y aura un Farbrengen jeudi soir à Place des Fêtes pour les Shiva à 20h. 19h30 Mincha et 20h le Farbrengen.